messieurs, comme aurait dit Charles Aznavour, il y a une voix que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Il a été le ministre du rock'n'roll, ami des taxi drivers dans les années 80. C'est une voix que vous, on va dire les personnes du côté qui atteignaient les 50 ans, voire même un petit peu plus, avez connu dans les années 80 sur une grande radio parisienne. Mitsou, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Eh ben écoute, ça va, c'est à moi de te demander ça parce que apparemment, d'après ce qui me semble, dis donc, t'as fait un virage à 180 degrés, Mitsou. Oui, on peut dire ça, quelque part, oui, c'est le destin, c'est comme ça. Peut-être un virage. Ouais. Oui, complètement, je crois complètement au destin. Hein, voilà, la vie est faite que le destin, en fait. Mitsou, entre nous, on a eu l'occasion de bosser ensemble à 200 km d'intervalle, puisque moi j'étais dans le Nord, toi t'étais à Paris. On se voyait furtivement, et j'ai même été un jour ton assistant d'assistant, hein, si tu te souviens bien. Parce que toi tu faisais c'était 13-17 ou 14-17, je sais plus à force. 14-17. La tranche que j'ai fait le plus. Voilà, celle que j'ai fait le plus longtemps, c'était 14-17. Ouais, ah ouais. Ça. Ah ouais. Et donc, avant ces fameuses 3 lettres dont on va parler, il y a eu le préparateur en pharmacie. Mais c'est quoi cette histoire? Tu m'en as jamais parlé de ce truc? Non, c'est-à-dire que mon père était pharmacien, préparateur pharmacien. Il avait une pharmacie en fait, donc il voulait que je devienne, que je suive et que je devienne préparateur en pharmacie. Donc je l'ai effectivement suivi pendant un an parce que bon, à 14 ans, j'étais quand même un branleur. J'ai fait 10 000 métiers. Et puis bon, ça me plaisait pas parce que j'avais toujours cette âme artistique, ces gènes artistiques qui apparemment venaient d'un arrière-grand-père qui prenait le dessus. Donc j'ai fait ça très très peu de temps en fait. Enfin bien il voulait que je sois avocat, hein. C'est pas pour ça que j'ai réussi dans la vie, hein, voilà, entre nous. Exactement, voilà. Bon, dis-moi. C'était un vrai passage, voilà. Ouais, donc après il y a eu les premières soirées. Alors, je vais pas parler de non, après j'ai rejoint un petit peu des musiciens parce que je voulais être chanteur, je voulais être musicien en fait, c'était ça, c'est dans un cœur. Donc j'étais un peu road dans un groupe de rock. Après j'ai à force de porter le matériel, un jour j'ai appris à jouer de la basse en cachette, donc j'ai remplacé même le bassiste du groupe quand il y a eu un problème. Oui, c'est vrai. Et puis c'est après que vers 16 ans, je suis rentré pour la première fois dans une boîte de nuit dans des circonstances assez spéciales. Et puis je suis devenu DJ sans savoir ce que c'était d'ailleurs le métier du DJ. La boîte de nuit, on va pas reparler de Yutz, hein, parce que le patron c'était Yutz, c'était celle-là. Le patron c'était une tête de con. Non, moi j'avais déjà une très bonne relation avec lui. Lorsque je l'ai connu, c'était une tête de con parce qu'on s'est agressé. Je suis rentré dans la boîte, il voulait que je boive un verre. J'étais avec mes copains musiciens, comme on était un petit peu rock'n'roll, on voulait pas boire, etc. Ça finit en bagarre. Et le lendemain, il m'a embauché en fait. C'est grâce à lui que je suis devenu DJ en fait. Ouais, mais bon, voilà. Quand je parlais que c'était une tête de con, c'est vrai qu'il avait quand même un caractère un peu spécial. Hein. Bah oui, c'était un bagarreur. Hein. Voilà, il se laissait pas faire. Comme les petits loulous bikers à une certaine époque avec les moustaches et les cheveux longs, quoi, et frisés de certaines mémoires. Hein. Voilà, c'est ça. Mais bon, c'était quand même un mec bien, quoi. Dis-moi, Mitsou, on va venir à nos activités. Tu as accepté d'être le parrain de Phoenix, et là, je t'en remercie du fond du cœur parce que franchement, t'es un passionné de radio. On l'a toujours été aussi bien toi que moi. Hein. Ça, faut pas se voiler la face. Maintenant, la création de l'école de DJ, ça t'est venu comment cette histoire après justement ce fameux... Parce que j'avais un ami à moi, feu Christian Ferrantini, qui est décédé il y a quelques années malheureusement, mais qui était de Metz aussi, de la région de Metz. Et puis un jour on s'est dit tiens, pourquoi on ne créerait pas l'école du DJ, etc. Je dis ouais, mais comment on va faire? Finalement cette école elle a vu le jour grâce à Katia Promotion, Jean-Paul Lalleux, aussi feu Jean-Paul Lalleux, Katia qui est toujours là, qui s'appelle FIP aujourd'hui, qui s'occupe des plus grands artistes français. Et finalement on a monté cette école des DJ. Les DJ parisiens ne nous ont pas très très bien accueillis, ils voyaient pas ça d'un bon œil, ils disaient que c'est un métier qu'on n'apprend pas, etc. Nous on avait dit le contraire, et on a quand même formé entre 200 et 300 DJ qu'on plaçait d'ailleurs dans les boîtes de nuit. Donc la FNDJ, Formation Nationale des DJ, est née en 78. Et en plus ça a explosé parce que dans les années 80 les DJ maintenant t'en as tous les exactement. Et puis moi je croyais vraiment en ce métier, j'étais sûr que c'était un vrai métier, etc. La preuve en est aujourd'hui que tous les jeunes rêvent de DJ. On se connaît bien. Je vais t'appeler par ton prénom, Claude, parce que voilà, entre nous on s'appelait par nos prénoms. C'est vrai qu'il y avait une nom de scène, hein, d'accord. Par contre, on a sorti combien les animateurs radio dans cette école de DJ? Ah, quelques-uns quand même. Hein. Des noms, des noms. Surtout les DJ. Non, surtout les DJ. Il y avait des gens, il y avait des très bons DJ comme Raymond Cazot qui officie toujours aujourd'hui. Il y en a eu pas mal. Hein. Il y a eu Roland Petrichon du Bourgogne. Il n'y avait pas du Joachim Garraud ou du David Guetta, par exemple, non
Non, parce que ça c'est la génération après. Ouais. Je sais même pas si c'était déjà DJ en 78, c'était un peu après. Mais voilà quoi. D'ailleurs, je l'ai vu Guetta il n'y a pas longtemps. Bah oui. Alors, il va comment, David? Il va très bien. Il est au top avec 300 briques par soir, avec 300 ou 400 000 euros par soir et tout va bien. Ah oui. Par contre, ici, on a un pote du nord de France. D'ailleurs, je pense à lui parce que 9 cancers, Fred Rister, mon petit mec de Malo-les-Bains, je pense très très fort à lui ce soir parce que tu vois, voilà quoi. Ça qui a fait beaucoup de choses pour notre ami David. Bah oui, bien sûr, avec les Black Eyed Peas, etc. Par contre, moi, je vais te dire simplement une chose, Mitsu, c'est que souviens-toi de tes mémoires. La régie dans la cuisine et l'émetteur dans la baignoire, ça te dit quoi? Bah oui, ça c'est la radio, c'est le début de la radio dans le 20e arrondissement. Et oui. Ça c'est 1980, c'est le début de la radio. C'était, on avait enlevé les plaques chauffantes dans la kitchenette et on avait mis des platines à la place. On en parle. Avec une console. On en parle de cette grande radio là? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Parce que ici dans le nord de la France, on n'était qu'une franchisée quelque part. Par contre, c'était vous les stars à l'époque, dans les années 80, Énergie. Oui, les stars entre parenthèses en fait. Voilà, c'était une nouvelle génération, des nouvelles voix, une autre façon de parler, et surtout une programmation musicale différente des grandes radios, des périphériques qui existaient, et surtout un son. Et surtout le son. Ben voilà, parce que la FM a quand même apporté beaucoup de choses au niveau du son, quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça que, comme on a eu l'habitude de travailler, je dirais, quelque part, et même dans les années 2010, tu te souviens que, voilà, tu avais des projets hors le Mitsubishi, etc. Tu avais des projets donc de fabrication de médias en Côte d'Ivoire, parce qu'il faut le rappeler que tu es en Côte d'Ivoire actuellement. Et exactement, où j'ai travaillé, où j'étais à Nostalgie, parce qu'il y a Nostalgie, c'est en Côte d'Ivoire, il y a une sous-franchise en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Absolument pas la même programmation que Nostalgie en France, mais j'ai travaillé, j'étais directeur des programmes là-bas et animateur, et encore il y a 4 ans encore. Encore il y a 4 ans. Et comment t'es venue cette idée de tout plaquer d'un jour du lendemain, et puis de se dire, allez hop, je vais devenir patron d'un petit complexe? Entre parenthèses, j'ai arrêté un peu trop tôt. C'était un peu sur un coup de tête, j'avais fait un single, j'avais fait une chanson, un hommage à Kobi Balavoine sous le nom d'un groupe qui s'appelait Profil. Oui. Bon, j'ai chanté avec Olivia Adriaco, qui était à M6 après. Et j'étais persuadé que ce titre allait marcher et que j'allais rentrer. Parce que je voulais changer de chanteur. Je dis bon, mais je vais essayer d'être chanteur. Et j'ai démissionné à Énergie. Et puis finalement ce titre a marchoté, ça n'a pas été un gros tube, et puis ce qui m'a pas empêché quelques années après, 3-4 ans après, je suis revenu à Énergie, mais ça n'a pas duré longtemps non plus. Mais en fait, et puis voilà, c'était une décision un peu hâtive. Mais bon, je regrette rien parce que je fais mon métier, quand je peux le faire, je le fais. Ici, c'est un peu plus compliqué, un peu plus difficile. Et puis il y a l'âge aussi, parce qu'ici, en Europe particulièrement, contrairement aux États-Unis, quand on a 50 ou 60 balais, on est un peu poussé dehors, alors qu'aux États-Unis, la majorité des grandes voix et des grands animateurs, ils ont tous 50 et 60 balais, si ce n'est plus, quoi. Bon, peu importe. J'ai fait un choix un peu décisif que je regrette un petit peu entre parenthèses, mais dans l'ensemble, je ne regrette rien. Oui. C'est pour ça que tu avais 2 amis. Le premier s'appelait Michel. Exactement. Daniel, c'est ça? Oui, je connaissais pas très bien Daniel Balavoine, mais je connaissais un peu Coluche. J'étais d'ailleurs avec lui quelques jours avant qu'il ne décède. On avait un stock-car ensemble à Montlhéry. Ah, vous étiez motards tous les deux. La grande passion de la moto. Oui, la moto, mais on faisait du stock-car surtout. Voilà. J'étais avec lui, avec Jean-Luc Lay, il y avait les Fourbans à l'époque qui étaient là. Voilà, on avait passé un dimanche à Montlhéry, on devait le rejoindre dans le sud de la France quelques jours après, et puis il est décédé. Puis moi, j'ai pas pu y aller parce que Guazzini, l'énergie, en fait, ne voulait pas y aller. Et puis, j'y ai pas été, puis il est mort le jeudi, en fait. Par contre, on va revenir avec ton actualité, Mitsu. Donc, le Mitsubishi Club à Grand Bassam qui est quand même une station touristique reconnue. C'est au sud d'Abidjan, sur une plage. Oui, c'est une station touristique reconnue, avec malheureusement pas beaucoup de tourisme, parce que le tourisme n'est pas très développé en Côte d'Ivoire. Moi, je suis un peu avant Bassam, et c'est sur la route de Bassam. C'est un petit restaurant, enfin sympa. Il y a quand même 2500 mètres carrés sur une plage très propre, très sympa. J'ai pris ça. C'est un truc qui était un peu dégradé, donc je l'ai retapé un peu, et puis ça m'a permis aussi moi de décompresser, puis de passer des petits week-ends à la plage tranquille. Et finalement, c'est un resto. Oui, c'est un endroit sympa. Bon, mais c'est pas un gros business, hein, mais c'est sympa. Et puis j'ai appelé ça le Mitsubishi. C'est un petit spot sympa où ça me permet aussi de passer un week-end sympa. Parce qu'il faut rappeler, d'après ce que tu me disais hors antenne, c'est que t'as encore des fans finalement des années 80.
Mais j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent régulièrement, beaucoup, qui voilà. Et puis je les oublie pas, et c'est pour ça que j'ai quelques petits projets derrière la tête. Dont un qui t'embête depuis des jours et des jours pour t'avoir avec nous ce soir, hein, on est d'accord. Bon, alors Grand Bassam, explique-nous un petit peu ce que c'est. C'est la paillote, c'est le Mitsubishi Club. Mais oui, c'est un restaurant. C'est un restaurant avec un apatam. C'est un restaurant avec un apatam, avec une grande paillote. Fais ta promo, le numéro de téléphone et tout. Allez, vas-y, hop là. Oui, non, mais bon, c'est un peu loin quand même pour les gens qui sont de l'autre côté pour venir. On a des auditeurs. Le jour ils arrivent, ils se mettent sur Facebook. Il suffit d'aller sur Facebook et puis tout est marqué, tout y est. Il y a les photos, il y a le numéro de téléphone, il y a tout. En fait. D'accord. Alors maintenant, Mitsubishi Club. Hein, on précise, voilà. Hein, c'est le Mitsubishi Club, donc à Grand Bassam, Côte d'Ivoire. Voilà. C'est à l'est normalement, au sud-est de. C'est dans le sud. Ok, donc sur la côte atlantique. En bord de mer. D'accord. Maintenant, Mitsu, on va pas dire l'âge, hein, parce que quelque part, quand on achète de la bouteille, on s'en fout. Bah, allez, vas-y, t'as quel âge maintenant ? J'ai 69 ans, le 12 avril. Voilà, donc t'es un futur retraité côte d'Ivoirien. Je rigole. Par contre, tu m'as dit dernièrement que tu avais écrit un livre avec, on va dire, tes mémoires de radio ou d'homme média. Oui, non, surtout c'était depuis le début de l'adolescence jusqu'à la radio, en fait, avec la carrière, avec les anecdotes, tout ce que j'ai vécu à travers Énergie, toujours bien sûr, parce que là j'ai eu, et puis il y a du baloche, j'étais chanteur dans les bals populaires, il y a tout ça, avec plein d'anecdotes, et ça fait des années que j'écris ce bouquin, je ne suis pas un littéraire, et je me suis pas trop occupé, donc là finalement, je vais le mettre très bientôt en ligne, il sera sur un site, donc je vous donnerai le nom, ouais. Très bientôt il sera en ligne, on pourra l'acheter en ligne. C'est pas sur Amazon, non ? Non, peut-être, je sais pas. Je sais pas encore. Je suis en discussion, en négociation avec plusieurs plateformes. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu peux nous citer éventuellement une anecdote comme ça qui te vient, voilà, la meilleure, celle que tu as écrite spontanément, sans réfléchir, voilà, parce que des anecdotes quand c'est comme ça, il y en a pas mal quand même dans un bouquin. La première, c'est que c'est le premier jour où je suis venu à Énergie, la veille où j'avais rencontré le responsable, Jean-Pierre D'Amico. Oui, Jean-Pierre D'Amico qui s'occupait des franchises après, hein, c'est bien ça, hein. Non, qui était directeur des programmes, qui a monté la radio, qui est un ancien chanteur qui s'appelait Santana. Ah, bah ça, vous le savez pas, tu vois. Il s'appelait Santana, il y avait un gros tube dans les années 70, et c'est lui qui a monté la radio pour Jean-Paul Baudecroux, était fan des radios, etc. C'est lui qui a créé la radio. Enfin, c'est Jean-Pierre D'Amico qui a tout monté. Donc j'avais rendez-vous, Jean-Paul Lalleux qui m'avait mis le Katia qui m'avait mis en rapport la veille avec Jean-Paul, avec Santana, avec Jean-Pierre D'Amico. Il m'a donné rendez-vous dans le 20e arrondissement, dans un immeuble. Il m'a dit, viens là-bas, moi, si tu veux, comme tu as une bonne voix, j'étais DJ un peu connu. Il m'a dit, viens faire de la radio. Donc, j'ai pris le métro le lendemain, je me suis arrêté dans le 20e arrondissement, au métro Télégraphe, et j'ai vu un HLM avec une porte. J'ai dit, bon, mais il s'est encore foutu de ma gueule parce que Jean-Paul Lalleux aimait bien faire les blagues. Et puis, je me suis retrouvé dans un HLM. Il a dit, c'est foutu de ma gueule parce que moi, je connaissais Europe 1, RTL qui était dans le 16e, dans le 8e. Et que j'allais voir régulièrement parce que j'aimais ça. Et Avenue François 1er, ouais. Exactement. Puis j'allais parce que j'avais un ou deux potes qui bossaient là-bas, donc j'étais déjà fan de la radio. Et je dis, bon, mais il s'est foutu de ma gueule. Qu'est-ce que moi je viens foutre ici, il n'y a pas de radio. Il m'a blagué, en fait. Donc j'étais prêt à faire demi-tour et finalement j'ai vu une femme sortir de l'immeuble. Je dis, est-ce que vous savez s'il y a une radio? Parce qu'il n'y avait pas de plaque, il n'y avait rien. Hein. Et est-ce que vous savez s'il y a une radio ici? Il me dit, ah, aussi, les fous là-haut, au dernier étage, regardez, ils font du bruit là-haut, on en a marre, allez voir là-haut. Donc j'ai pris l'ascenseur, je suis monté au dernier étage, toujours pas de plaque, rien, une petite porte, je tape et j'entendais de la musique un peu. Et je tape à la porte, il y a un gars qui ouvre la porte, je dis ça, c'est ici, Énergie. Et le gars, je voyais un gars au loin dans la kitchenette, en fait, qui me faisait signe. Et c'était lui, en fait, D'Amico. Et là, c'était dans le 20e, donc c'était... Voilà, et là, je suis rentré dans un studio d'habitation, un studio de 10 mètres carrés. Ouais. 10 mètres carrés avec une kitchenette et il m'a fait visiter la radio, ça a duré 30 secondes la visite. Donc je rentrais dans la kitchenette, il y avait du papier alu contre le mur, une console au milieu de la kitchenette avec les plaques à la place des plaques chauffantes de platine. Et j'ai dit mais comment vous faites pour émettre? Il me dit bah regarde, il ouvre la porte de la salle de bain, il y avait un émetteur dans la baignoire. Un émetteur qui prend sa douche là. Voilà, exactement. Donc voilà Énergie, comment Énergie a débuté. Et quand tu as déménagé au 68 avenue de Diana, tu te souviens, dans le pigeonnier là, tout en haut, avant que Chéri FM soit vraiment dans les étages inférieurs, avenue de Diana, c'était tout confort. Bah, c'était tout confort, c'était un petit peu la consécration. Hein. Ouais.
Est-ce que tu as encore des contacts avec Marco, avec Dodo Duforest? Je parle avec Marc une fois, je pars avec Marc et M. Duforest toutes les semaines. Ah, et comment ils vont alors, les anciens? Ils vont très 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 bien. Duforest, c'est ce qu'il a fait principalement. Ah bah oui, lui c'est la voix, voilà. La voix de Secret Story. Marc, il travaille sur Shalom, Radio Shalom, ce qui est un petit peu normal, parce que c'est un bon feu. Alex Deval, notre cher Alex Deval. Il fait toujours ses tournées Amazon avec, à travers le monde, avec tout ce qu'il organise. Je me rappelle plus très bien du ouais, on se voit de temps en temps. Et on a un petit projet aussi ensemble. On va peut-être, si ça s'aboutit, je t'en parlerai. Bon, allez, on va faire le tour. Parce qu'il y avait toi, donc, 14-17h. Il y avait Marco, 17h20. Ensuite, notre Serge Rep national et ses disques à la demande. Serge Rep, qui était mon assistant et qui était même mon chauffeur quand je partais faire des galas. Tu sais que j'ai retrouvé son générique à Sergio. J'en avais marre de faire un petit peu l'après-midi et puis les disques à la demande, parce qu'à l'époque c'est moi qui faisais les disques à la demande. Et j'avais dit à Max Guazzini, moi je voudrais faire une autre tranche, je veux plus réussir le soir, t'as qu'à prendre Serge Rep à la place. Il m'a dit mais t'es fou, mais Serge Rep n'est pas animateur de radio. Si. Il m'a assisté, il s'est fait, il a jamais fait ça de sa vie. Et puis il m'a dit, je dis tu verras, essaye. Et finalement Serge Rep a pris ma place et moi j'ai fait l'après-midi. Voilà l'anecdote. Et voilà. Donc c'était toute la bonne période on l'a connu aussi bien toi que moi. On a oublié Frédéric Derieux qui lui est redevenu artiste, puisque lui c'est tout ce qui était poète, etc. Exactement. Et puis une grosse pensée. Il vit dans le Perche. Voilà. Et j'aurais voulu avoir aussi une grosse pensée à notre ami Smicky. Souviens-toi de Smicky. Oui, Smicky. Puis il y avait aussi Philippe Buradino au début, Jackie Gallois qui est parti sur Europe après. Gallois. Smicky qui arrivait bien après. Lui, il est arrivé à Mutiana. C'était un garçon très talentueux. Pascal qui faisait le week-end également. Oui, bien sûr. Voilà. Il y avait très tôt le matin, il y avait Lionel Lemierre. Et Denis Balbert et ses belles moustaches en tant que journaliste. Denis Balbert qui faisait le journalisme, bien sûr. Qui fait toujours ça d'ailleurs, je crois, Canal. Ou je sais plus sur quelle chaîne. La dernière fois que j'ai vu, c'était sur France 2, oui, Canal. Enfin voilà. Voilà, c'est ça, voilà, exactement. Voilà, c'était toute cette fine équipe, quoi. Voilà, mesdames, messieurs, Mitsu en direct sur Phoenix Radio. Mitsu, Phoenix, c'est ta radio. C'est merci, c'est gentil. Et c'est pour tous les passionnés. On fait renaître de ces cendres ces petits souvenirs-là qui ont marqué les gens comme nous, qui ont passé la cinquantaine. Justement également, parce qu'il ne faut pas les oublier, c'est les jeunes qui sont là maintenant avec les nouvelles technologies et qui veulent connaître, parce qu'il y a des passionnés de musique comme nous, il y a des passionnés de nouvelles technologies comme nous, il y a des passionnés de radio comme nous, et c'est grâce à toi, et c'est grâce à tout ce que tu as fait en amont, et tout ce qu'on a fait également en amont de chaque côté de notre 250 km qui au premier temps dans les années 80 était perceptible puisqu'on se voyait à Paris. Maintenant toi tu es en Côte d'Ivoire, on se voit beaucoup moins, mais voilà, tu restes toujours dans nos cœurs, tu as tes fans, et puis moi de mon côté c'est un petit peu aussi ma jeunesse qui revient. Mitsu. Merci je te remercie beaucoup infiniment. Ok, à très bientôt, bye bye. Okay. Je te fais de gros bisous. Salut les auditeurs de Phoenix. Ok, ciao. Merci, ciao. Converti en père. Ce soir je prends un dernier verre. J'écoute Marco à la radio. Sa voix me fait chaud dans le dos. Entre deux annonces de tube, au moment de la page de pub, une statue codée. Et c'est ainsi qu'on reste penché. Et toutes les filles sont folles de lui. Avec sa voix de requin, chaque soir, il fait
J'ai l'impression d'être tout près de lui.